Plus de 19 milliards de francs CFA, c'est le budget du Comité international de la Croix-Rouge revu à la hausse pour mieux secourir notre pays. Une somme qui servira à l'achat, à la distribution des vivres aux populations et à la réhabilitation de certains points d'eau au Mali. L'Angleterre est en deuil. La dame de fer Margaret Thatcher n'est plus. L'ex-premier ministre britannique s'en est allé aujourd'hui des suites d'une longue maladie à l'âge de 87 ans. L'hydrocéphalie, c'est de cela dont il est question ce soir dans la chronique santé, une maladie que l'on rencontre chez les enfants et qui est soignée en neurochirurgie à l'hôpital du Mali. L'opération se fait en 30 minutes et avec succès, nous précise notre équipe en fin d'édition. Nous sommes lundi 8 avril. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le Comité international de la Croix-Rouge décide de rallonger le budget de ces opérations dans notre pays à plus de 19 milliards de francs CFA. Le directeur adjoint des opérateurs du Comité international de la Croix-Rouge l'a annoncé ce matin au président de la République par intérim au cours d'une audience. Brahma Traoré, reportage. Le soutien du Comité international de la Croix-Rouge ne faiblit pas en faveur du Mali. L'organisation humanitaire annonce une rallonge budgétaire de son opération au Mali à hauteur de 30 millions d'euros, soit plus de 19 milliards de francs CFA. C'est cette bonne nouvelle que le directeur adjoint des opérations du CICR est venu partager avec le président de la République par intérim. Le chef de l'État et son hôte ont abordé la situation humanitaire dans la partie nord du pays. Une situation difficile à laquelle le CICR décide d'apporter des réponses appropriées. Nous nous sommes engagés, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, encore de faire des grosses distributions de nourriture dans les régions de Kidal, de Mopti, de Tombouctou. On a aussi fait un gros travail au niveau de l'hôpital de Gao, donc on continuera de soutenir cet hôpital, notamment avec une équipe chirurgicale. On soutient aussi des cliniques dans les zones un petit peu plus rurales. On va réhabiliter des points d'eau et on offre des services absolument essentiels, comme par exemple la fourniture de carburant pour l'hôpital, pour l'électricité, pour éviter finalement que les gens ne doivent quitter les villes parce qu'elles n'auraient pas suffisamment d'eau pour survivre. Donc tous ces services-là, on va continuer à les amener. Cette assistance du Comité international de la Croix-Rouge va certainement contribuer à soulager nos compatriotes du Nord. Outre le soutien aux populations, l'organisation entend bien exercer son mandat de promotion et de protection du droit international humanitaire. En attendant, coup de chapeau du CICR à l'État malien. L'État malien, à travers toutes ces crises, a toujours été très fortement en soutien de notre action. Donc le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation neutre, indépendante et impartiale. Je crois que l'État malien l'a très bien compris et elle a très fortement facilité finalement la mise en œuvre de nos programmes. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer le président à l'intérim pour lui le remercier pour tout le soutien qu'il avait donné, parce que sans ce soutien, la mise en œuvre de nos opérations n'aurait pas été possible. Un soutien qui doit être poursuivi et renforcé pour faciliter la mise en œuvre des différents projets du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. C'est du moins le souhait du directeur Régie Savios. Le président du Conseil économique, social et culturel, Djamil Bitar, a remis ce matin le rapport annuel 2012 de son institution au Premier ministre Django Sissoko. Nandou Dambélé nous en parle. En remettant son rapport annuel au Premier ministre, le président du Conseil économique, social et culturel respecte une tradition, celle consacrée par l'article 107 de la Constitution de 1992. Document de 551 pages, le rapport annuel 2012 du Conseil économique et social se veut un recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile malienne. Je ne doute, Monsieur le Premier ministre, pas que le recueil annuel 2012 soit un instrument pour orienter les pouvoirs publics dans leur prise de décision au plan économique, social et culturel. Recevant le document des mains du président du Conseil économique, social et culturel, le Premier ministre Django Sissoko l'a remercié et félicité pour la qualité du travail accompli. C'est le lieu vraiment de vous féliciter de tout ce que vous avez déjà fait, pour ce que vous êtes en train de faire. Et malgré les difficultés actuelles, je salue votre initiative
de poursuivre cette année encore votre mission à travers le pays et à l'extérieur de notre pays. C'est les vraies préoccupations de nos compatriotes. Tout en rappelant l'importance du rôle de la 8e institution de la République, le Premier ministre Django Sissoko a exhorté son président à persévérer dans sa mission et l'a rassuré de son soutien total. Allez, restons à la primature où Django Sissoko a successivement reçu en audience le directeur adjoint des opérations du CICR et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. Au cours des entrevues, il a été question d'aide aux réfugiés et aux populations en difficulté dans les 3 régions du Nord et de coopération bilatérale entre le Luxembourg et le Mali. Mahamadou Doumbia. Au cours de cette audience, le directeur adjoint des opérations du Comité international de la Croix-Rouge et sa délégation ont été reçus par le Premier ministre Django Sissoko. En cette période de crise, l'apport du CICR est primordial pour porter secours aux personnes fragilisées par la situation sécuritaire dans les régions du nord de notre pays. Le Comité international de la Croix-Rouge a été présent dans le nord du Mali durant toute la période depuis le début des hostilités. Donc nous sommes restés présents à Gao avec des équipes. Nous avons été en contact avec l'ensemble des parties au conflit. C'est un petit peu notre devoir en tant que Comité international de répondre aux situations de conflit. Donc les situations étaient extrêmement difficiles. Aujourd'hui, il est sûr qu'il n'est pas encore très facile de travailler finalement dans le nord Mali. Mais de nouveau, je crois que nos équipes ont été capables quand même de donner de la nourriture à plus de 420 000 personnes sur l'année dernière. On sera encore capable justement de le faire cette année. En dehors du Mali, l'apport du CICR est aussi indispensable à l'endroit de nos compatriotes vivant en réfugiés dans les pays voisins. On est présent au Niger au niveau de Niamey. On a fait des petites actions d'urgence qui sont complémentaires aux réponses d'organisations telles que le HCR qui ont finalement un mandat spécifique de répondre aux besoins des réfugiés. Ensuite, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg a aussi été reçu par le Premier ministre Django Sissoko. La coopération bilatérale entre le Luxembourg et le Mali est au beau fixe, a-t-elle révélé. Le Luxembourg n'a pas arrêté son aide au développement, même pendant la crise, puisque nous avons continué nos projets. Nous allons aussi continuer dans la transition avec le même montant de 10 millions d'euros par an pour la coopération au développement. Et je viens de dire aussi au Premier ministre que nous allons contribuer à hauteur d'1 million d'euros pour les élections. La coopération, le soutien et l'aide apportée au Mali, au dire du ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, ne sont que le signe d'une amitié et d'un amour profond qu'a le Luxembourg à l'endroit du Mali depuis de très longues dates. Si on vient au Mali, c'est un peu rentrer chez soi. C'est donc une affaire d'esprit, de cœur et d'argent. Mais il faut rester les 3 ensemble et je suis sûr que le peuple malien, parce que ce sont les gens les plus vulnérables qui nous tiennent davantage à cœur pour dire vous allez ressortir plus fort de cette crise. Réunion d'échange entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le directeur de l'Agence du développement des entreprises en Afrique. De cette réunion, il y ressort par exemple que les besoins globaux en énergie du Mali s'élèvent à plus de 630 milliards de francs CFA, nous indique Youssouf Diakité. Pour développer ce pays, à travers cette réunion, les responsables de l'Agence de développement des entreprises en Afrique voulaient se faire une idée exacte des projets existants au niveau du département de l'énergie et de l'eau, avant de passer au financement des plus pertinents, du moins ce qui les intéresse. Nous avons toute une série de projets qui passent par la réalisation de centrales de production d'énergie, passent par la réalisation des lignes de transport, des lignes de distribution et même aussi par la maîtrise et l'efficacité énergétique. L'objectif recherché, selon les responsables de l'agence, est de faire contribuer l'énergie au développement durable du pays et surtout augmenter le taux d'accès à l'électricité qui est de 31% en milieu urbain et de 17% en milieu rural, car les potentialités en éolien, en biomasse et en solaire existent et les besoins d'investissement s'élèvent à plus de 600 milliards de francs CFA pour le secteur de l'énergie.
Nous réalisons des forages qui sont couplés maintenant avec des énergies renouvelables et qui permettent donc de réduire le coût de réalisation donc, de ce projet, donc rendre beaucoup plus accessible donc, ce projet aux populations les plus démunies. Le taux d'accès à l'eau au niveau national était de 76% au 31 décembre 2012. Mais plus de 1400 villages et fractions ne disposent pas de points d'eau. Alors, pour relever ces défis, les besoins financiers sont estimés à 40 milliards par an, toute chose qui inquiète le ministère de l'Énergie et de l'eau. Nos entreprises d'électricité et d'eau sont actuellement confrontées à des problèmes liés à la continuité et à la qualité de leur fourniture dans un contexte financier particulièrement tendu. La maîtrise de ces facteurs exige des investissements lourds dont la mise en œuvre pourrait être favorisée par des partenariats comme ceux attendus des entreprises européennes et maliennes. En tout cas, le ministre insiste sur la conjugaison des efforts, surtout l'accompagnement des partenaires financiers pour la réalisation rapide de ces différents projets. Les prix des denrées ne sont pas stables et cela n'est pas admissible, dixit le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Pour Siaka Diakité, la flambée des prix a atteint son paroxysme alors que le pouvoir d'achat des Maliens ne bouge pas. Pour en savoir davantage, suivons l'entretien qu'il a accordé à Mohamed Jara. Ce salaire qui est le revenu essentiel du travailleur malien ne lui permet plus de vivre, tellement les prix sur le marché sont inabordables, sans prendre en compte l'équation revenu prix sur le marché. Vous êtes sollicité d'avance pour fixer les prix? Comment ça se passe? En vérité, l'Union nationale des travailleurs du Mali en son temps avait demandé et obtenu du gouvernement et du Conseil national du patronat du Mali à ce qu'on mette en place un Conseil national des prix, structure qui permettrait de regrouper tous les partenaires, d'échanger sincèrement pour fixer des prix en fonction du consensus qui s'y dégageait. Aujourd'hui, force est de constater que ce Conseil national des prix, instrument privilégié de régulation du marché, est totalement contourné aujourd'hui. Aujourd'hui même, le constat est encore pire. Sur le marché, les prix annoncés ne sont pas les prix appliqués. Je pense pour qu'un gouvernement atteigne ses objectifs, il a besoin de beaucoup de stabilité, de cette paix pour le développement et la tranquillité de notre pays. Et c'est pourquoi nous, Union nationale des travailleurs du Mali, nous disons que ces prix qui sont en train de se fixer n'engagent pas la centrale syndicale. Nous avons demandé à nos militants que chacun fournisse un effort pour le patriotisme. Il y a des moments où il faut appliquer le véritable principe du partenariat. Aujourd'hui, l'UNTM lance cet appel au gouvernement et à tous les décideurs. Voilà le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali qui décrit la flambée des prix. Ouverture ce matin au Musée national d'un atelier régional de renforcement des capacités de sensibilisation contre le trafic illicite des biens culturels. La rencontre regroupe 7 pays d'Afrique de l'Ouest et elle est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Cheikh Oumar Sangari, compte rendu. Créer une synergie d'action contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif global visé par l'UNESCO à travers cette rencontre. La crise au Mali a considérablement augmenté les risques de ce trafic dont la pratique remonte à la période coloniale. Le phénomène touche nos valeurs culturelles à plusieurs niveaux et menace notre identité. Ces pratiques, bien connues des professionnels du secteur, touchent les sites et les objets archéologiques, les lieux de culte, les musées ou autres institutions culturelles partout dans le monde. Il s'agit d'un phénomène qui ne cesse de croître.
Dans le contexte de l'internationalisation du marché de l'art, il constitue une industrie globale qui menace de piller, d'endommager ou même de détruire les témoignages historiques et l'identité culturelle des peuples. Prennent part à cet atelier de 3 jours les agents d'Interpol, des services de douane et autres acteurs de gestion du patrimoine culturel. En plus du Mali, ils viennent du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Togo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Avec cet atelier, nous cherchons à approfondir cette approche et à stimuler une coopération sous-régionale efficace pour empêcher l'exportation illégale du patrimoine, non seulement du Mali, mais de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Car la protection des biens culturels est un enjeu de développement trop important pour qu'elle soit négligée et mérite les efforts de tous, ensemble. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'un fonds d'urgence que la directrice générale de l'UNESCO a mobilisé en réponse aux besoins d'urgence des sauvegardes des patrimoines culturels du Nord Mali. C'est ce lundi à Londres que la Dame de Fer a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. Margaret Thatcher est décédée à l'âge de 87 ans. L'ex-premier ministre britannique souffrait depuis plusieurs années de la maladie d'Alzheimer. Les chefs d'État ont été nombreux à réagir à l'annonce de sa mort. L'actuel chef du gouvernement, David Cameron, dit avoir perdu un grand dirigeant. Retour sur le parcours de Margaret Thatcher avec Deï Sissoko. Margaret Thatcher, la Dame de Fer, a été la première et la seule femme à diriger le gouvernement du Royaume-Uni. Elle a accédé au pouvoir le 3 mai 1979 à la tête du Parti conservateur et a gouverné le pays pendant 11 années, une longévité record au XXe siècle. Son parcours est des plus élogieux. À 24 ans, elle était la plus jeune femme candidate de son pays, à une époque où il est rare qu'une femme fasse de la politique. Déjà, à ce moment-là, ses discours reflètent les idées qui guideront sa politique future. Margaret Thatcher restera à jamais la Dame de Fer qui a remodelé le Royaume-Uni avec un libéralisme économique intransigeant et rétabli le prestige international de son pays. Elle symbolisait une force de caractère sans faille et son personnage ne fut sans doute jamais mieux saisi que par elle-même avec quelques-unes de ses phrases cultes. « Je suis pour le consensus, surtout à mes conditions ». Ou encore, en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Ces phrases à elles seules résument la vie professionnelle de notre Dame de Fer. Son refus exacerbé du compromis ne s'est jamais démenti en 11 années d'exercice. Pour relancer une économie malade, elle privatise, fait baisser impôts et dépenses publiques et devient le cauchemar des syndicalistes qui se heurtent à son intransigeance. En 1990, contestée au sein même de son parti, elle démissionne en novembre de la même année. Depuis, ses apparitions en public se faisaient très rares à cause de son état de santé. Margaret Thatcher était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. La Dame de Fer a succombé à un accident vasculaire cérébral ce lundi 8 avril 2013 à Londres. À l'annonce de la mort de la baronne Thatcher, la reine Elisabeth s'est dite triste, tandis que le Premier ministre britannique David Cameron a estimé que le pays avait perdu un grand dirigeant. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais Margaret Thatcher, la Dame de Fer, restera pour toujours dans la mémoire des Britanniques, parce qu'elle aura marqué à tout jamais l'histoire à sa manière. Sur un tout autre plan, l'épouse du chef de l'État se trouve à Washington depuis samedi, dans la capitale fédérale américaine. Elle aura plusieurs entretiens avec certains organismes en vue d'aider les populations déplacées ou réfugiées des régions du nord du Mali. Avant l'étape de Washington, Mme Traoré Mentou Doucouré était à Los Angeles où elle a pris part au deuxième sommet des premières dames d'Afrique sur la santé. Le récit de Salif Sanogo. Pour ce second rendez-vous dans la Cité des Anges, les premières dames du continent et leurs partenaires entendaient mobiliser encore plus de ressources humaines, matérielles et financières afin d'appuyer les efforts des pouvoirs publics dans la modernisation des systèmes de santé de nos pays. En ligne de mire, une meilleure lutte contre le sida et l'atténuation des souffrances. Dans son message au sommet, Mme Traoré Mintou Doucouré, au-delà de la lutte contre le sida, a mis l'accent sur d'autres défis majeurs dans le domaine de la santé. En l'occurrence, il s'agit de la lutte contre le paludisme, la réduction de la mortalité néonatale et infantile, ainsi que la lutte contre la poliomyélite. S'intéresser à l'Afrique, c'est s'impliquer de façon efficiente et efficace dans la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre le paludisme, la lutte contre la polio, la lutte contre les cancers et particulièrement le cancer du col, de l'utérus.
la lutte contre la pauvreté. En rapport avec l'actualité du pays, l'épouse du président de la République par intérim n'a pas manqué de solliciter l'aide des bonnes volontés pour la reconstruction du pays après la reconquête de l'intégrité territoriale et le retour des populations déplacées et réfugiées des régions du nord du Mali. Un message de solidarité qui a suscité ici un vif intérêt et les uns et les autres n'ont pas manqué de manifester leur engagement en faveur des Mali en paix et unis dans sa diversité. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI étaient cet après-midi à l'école de la délégation générale aux élections. Objectif, comprendre les modes opératoires d'établissement des listes électorales par les commissions administratives et les processus d'élaboration du fichier électoral biométrique. Lors de la rencontre, il était aussi question du vote des personnes déplacées et des réfugiés. Adama Koudjo, les détails. Dans la perspective de l'organisation des élections générales de 2013, le gouvernement de transition a dans sa feuille de route opté pour les fichiers biométriques. L'élaboration de ces fichiers exige un mode opératoire nouveau. C'est pour évidemment s'imprégner de cette nouveauté que la Commission électorale nationale indépendante s'est inscrite à l'école de la délégation générale aux élections. Ce qui est important, c'est les documents qui seront utilisés sur le terrain. C'est les différentes opérations qui vont être menées. Donc il était important que les membres de la CENI sachent effectivement en quoi consiste même l'établissement des listes électorales biométriques. Mais avant tout, nous avons tenu à définir ce que c'est la biométrie et surtout à faire comprendre les avantages et les limites aussi de la biométrie. Parce qu'on a tendance à croire que la biométrie est une panacée. Je l'ai dit à tous les niveaux et dans tous les pays que la biométrie est nécessaire, voire indispensable pour la fiabilisation du fichier électoral, mais la biométrie ne résout pas tous les problèmes qui sont liés à la mise en œuvre du processus électoral. Selon les schémas présentés, l'élaboration du fichier électoral biométrique nécessite l'implication de 3 structures. Il s'agit du ministère en charge de l'administration territoriale, des commissions administratives d'établissement des listes électorales et de la DGE. Les membres de la CENI ont été informés que les dispositions sont prises pour que les déplacés et les réfugiés puissent voter. Cependant, la DGE qui attend quelques 400 ordinateurs de travail prévient qu'à l'état actuel, les textes demandent la possession de la carte NINA et celle d'électeur pour pouvoir voter. Et dans le dispositif technique que nous avons défini pour procéder à l'établissement des listes électorales dans les zones stables, les mêmes dispositifs sont à peu près reconduits pour ce qui concerne l'identification, l'inscription et le vote et des déplacés et des réfugiés. Nous retenons que la délégation générale travaille d'arrache-pied pour pouvoir jouer pleinement sa partition. Naturellement, il y a quand même des problèmes techniques auxquels elle est confrontée. Nous espérons que ces problèmes vont être résolus dans les très prochains jours. Les électeurs potentiels enregistrés par la délégation générale aux élections sont au nombre de plus de 6 900 000. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Demba Traoré, la cohésion et le sens de la patrie qui doivent animer tout Malien en ces moments de crise dans notre pays. Voilà, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Demba Traoré, qui vient d'effectuer une mission de sensibilisation des Maliens de Congo-Brazzaville. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est lui aussi depuis hier soir à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Tchema Hubert Koulibaly participe à la 14e session extraordinaire du Conseil exécutif, une rencontre qui doit se pencher sur le plan stratégique de l'Union africaine sur la période 2014-2017, le projet de budget de l'exercice 2014 de l'Union. Visite d'État à Paris du président Sassou Nguesso, une visite d'État sur fond d'affaires de biens mal acquis. D'abord direction l'Égypte où la situation est toujours tendue après les affrontements anti-coptes. Bilan de morts et 89 blessés. Situation toujours tendue en Égypte après une nuit de violence devant la cathédrale copte du Caire.
Bilan 2 morts et 89 blessés. Les affrontements ont éclaté aux funérailles de 4 chrétiens tués dans les violences interconfessionnelles de vendredi. La foule qui assistait aux cérémonies a été attaquée à coups de projectiles par des groupes de civils, apparemment des habitants du quartier. Le président Mohamed Morsi a vivement condamné ces violences anti-coptes. Il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. Une visite d'État sur fond d'affaires des biens mal acquis. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce lundi pendant plus d'1 heure par le chef d'État français François Hollande. Ont dénoncé cet accueil officiel alors que Denis Sassou Nguesso est visé par une enquête sur son patrimoine en France. Lui estime que la justice française n'a pas à enquêter sur ce dossier. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté. Denis Sassou Nguesso est en France jusqu'à mercredi. Il doit notamment rencontrer des patrons français et la diaspora congolaise. C'est la plus célèbre course à pied au Sahara. Coup d'envoi dimanche du 28e marathon des Sables. En lice, 1000 candidats, 50 nationalités pour 6 jours d'épreuve au cœur du Sahara marocain. Le tout en autonomie alimentaire. Une aventure de 250 km. Porte-à-porte pour les agents de la protection civile à Yaoundé. Objectif, limiter les risques et apprendre les gestes qui sauvent en cas de catastrophe naturelle. À Yaoundé, la protection civile fait du porte-à-porte. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Au quartier de Colbisson, le sol porte encore la marque des dernières inondations. Ici, dès qu'il pleut, on a les pieds dans l'eau. Il faut faire de la prévention. On leur dit ce qu'il faut faire, notamment éviter de remplir les circuits d'eau, les lits d'eau par les ordures. Il faut bien curer les cours d'eau, ainsi de suite. Éviter de se construire dans les zones qui sont manifestement à risque. Limiter les risques, apprendre les gestes qui sauvent. Cette campagne nationale lancée il y a quelques jours alerte sur les dangers qui menacent à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Bougies, monoxyde de carbone, la foudre, le tout est expliqué en images sur cette plaquette. Ici, opération travaux pratiques. Une équipe de la Croix-Rouge initie les habitants au nettoyage d'un puits après une inondation et à l'usage du chlore pour purifier l'eau. Ça va un peu, n'est-ce pas, nous éviter les différentes maladies contagieuses que nous connaissons tout le temps. Vous avez un réel problème de... Oui, nous avons effectivement, un réel problème d'eau potable. Surtout quand il y a les inondations. Parce que tous les points d'eau sont saturés, sont inondés. Donc, on ne peut plus utiliser cette eau. De nombreuses ONG sont associées à cette campagne qui a démarré à Yaoundé. Elle s'étendra dans les jours qui viennent à tout le pays et visera en priorité les zones les plus à risque. Ouverture ce lundi de la première session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2013. Une soixantaine d'affaires impliquant plus d'une centaine d'accusés sont inscrites au rôle de cette session de Caille. La correspondance de Kansoutou Kanouté. Pour sa première session, au titre de l'année 2013, la Cour d'assises de Caille aura à juger 62 affaires, entre autres le vol, le viol, l'assassinat, la pédophilie, les coups mortels, et ce sont 111 accusés qui devront répondre de ces faits. Je ne vous demande pas, Monsieur le Président, autre chose que de débarrasser notre société malienne qui a envie de se développer, de le débarrasser des rebuts, de ceux qui ont choisi, Monsieur le Président, la violence comme voie, comme fin de moyen, Monsieur le Président, pour s'émanciper. C'est contraire à notre idéal de démocratie. À propos de la crise sécuritaire, le procureur général a dit que le Mali ne mérite pas cela et espère que les intellectuels maliens, la société civile du Mali et surtout la classe politique en tireront les meilleurs enseignements possibles, car cette situation dramatique, selon Moussa Bakayoko, n'est autre chose que la somme de nos indifférences, de nos silences coupables face à une manière de gouverner.
Quant aux représentants de l'ordre des avocats, il a invité la Cour à rendre des arrêts justes et équitables afin de convaincre les pessimistes qui disent que la justice est amère. Aux magistrats professionnels que vous êtes, déjà rempli la tâche, le barreau a peu de choses à vous dire. Sinon, le vœu d'avoir des arrêts justes. Moussa Bakayoko, procureur général, a souhaité que le président qui sera élu en juillet puisse bâtir un Mali nouveau où les institutions seront confiées à des hommes et à des femmes capables de les animer, avant d'ajouter qu'il faut que l'État retrouve toute son autorité et que l'on lutte contre l'injustice, le clientélisme, le favoritisme et le népotisme qui freinent tout processus de développement. À noter que 6 assesseurs ont prêté serment. Ici à Bamako, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant s'est rendu ce matin au CHU Gabriel Touré pour soutenir moralement et financièrement la mère des sextuplés, désormais triplés. Pour un rappel, la naissance prématurée a causé le décès de 3 bébés. La visite a été suivie par Rachel Tessougué. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a rendu visite à une dame ayant mis au monde des sextuplés. Sur 6 enfants, seulement 3 sont en vie. Nous avons constaté l'attention particulière que le directeur de l'hôpital du Gabriel Touré et toute son équipe de la pédiatrie, de la gynécologie sont en train de faire à l'endroit de ces nouveau-nés. Depuis les premières semaines de cette grossesse, la dame elle a été suivie et la prise en charge dès lors a été faite par le ministère de la Santé. Donc nous ne pouvons que remercier toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu apporter leur soutien moral, matériel et technique à cette famille qui a eu l'heureuse occasion d'avoir des sextuplés en même temps de perdre les 3. La mère ayant subi une césarienne est en convalescence. Quant aux 3 nouveau-nés, ils sont placés dans des couveuses à cause de leur naissance prématurée. La maman se porte bien, comme ça devrait l'être après une intervention. Elle est à mesure de rejoindre les nouveau-nés pour leur donner le sein. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a remis une enveloppe symbolique pour soutenir la maman et ses bébés. 4e réunion du comité de suivi du projet régional de l'amélioration de la qualité des cuirs et peaux. C'était à la Direction nationale des producteurs et des industries animales. L'objectif du projet est le renforcement des capacités des membres du secteur. Fademba Keïta. La présentation du rapport annuel d'activité 2012, du programme d'exécution technique et financière de 2013 sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour de cette 4e réunion du comité de suivi du projet régional de l'amélioration de la qualité des cuirs et peaux. L'objectif visé par cet important projet est le renforcement de la capacité productive, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, et l'établissement des liens plus efficaces et avantageux entre les segments de la filière. Il s'agit donc des peaux brutes, le tannage artisanal et industriel. Financé par le Fonds commun pour les produits de base et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, le projet vise à accroître la quantité et la qualité des cuirs et peaux disponibles sur le marché. Les stratégies, en fait, on forme les professionnels de la filière, notamment les bouchers, les apprentis bouchers qui sont chargés de la production au niveau des abattoirs et des aires d'abattage, et puis aussi des collecteurs qui sont chargés de la collecte de ces cuirs et peaux. Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit la formation des professionnels de cuir et peau en technique de production et de conditionnement, l'équipement des bouchers en outils de dépouillement. Le projet est exécuté dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Réouverture des portes du centre Djoliba après une année de fermeture. Une décision qui intervient à la suite d'une réunion de réflexion pour relancer cette institution à la demande de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse au siège de la structure. Modibo Souaré nous en dit plus.
Ce point de presse marque la reprise effective des activités du centre Djoliba de Bamako. La structure avait fermé ses portes en avril 2012 et remercié tout son personnel par la même occasion. Quelques mois après, une série de concertations a été menée auprès des personnes ressources sous la direction de Monseigneur Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, pour relancer les activités de ce centre historique avec bien évidemment de nouvelles orientations. En rouvrant désormais ses portes, le centre Djoliba met en veilleuse un certain nombre d'activités qu'il avait pratiquées pendant longtemps, comme la formation, la promotion féminine et l'enfance. Bref, tous ces programmes qu'il exécutait avec l'appui de partenaires stratégiques et financiers. Peut-être qu'un jour, il y reviendra sous une forme ou une autre. Le centre Djoliba nouveau se focalisera dans un premier temps sur ces deux activités fondatrices, la documentation et les conférences débats. La documentation bibliothèque a été réouverte depuis plusieurs mois. Elle a déjà retrouvé son rayonnement d'antan. Nous voulons l'enrichir d'un nouveau concept, un nouveau produit répondant à un besoin réel. Il s'agit de l'initiative Un livre, un auteur, une manière de pousser les Maliens à la lecture et à l'écriture. Les conférences débats, c'est le concept qui a marqué des générations entières de Maliens depuis la création du centre Djoliba. La réflexion est en cours pour mettre en place un comité pluridisciplinaire responsable des débats publics au centre Djoliba. Pour ce nouveau départ, l'institution va s'atteler à réfléchir sur ses fondements statutaires et réglementaires afin de se doter d'une personnalité juridique en s'insérant mieux dans l'organigramme de l'église de l'archidiocèse de Bamako. Structure d'appui pour le renforcement des capacités d'intervention des acteurs du développement dans notre pays, le centre Djoliba a été créé en janvier 1964 et s'est défini comme une organisation d'inspiration chrétienne catholique. Et nous arrivons à notre page santé, focus ce soir sur l'hydrocéphalie, une maladie que l'on rencontre chez les enfants. Par exemple, si la tête de votre bébé grossit très rapidement dès le bas âge, n'hésitez pas à consulter urgemment un neurochirurgien. Ce facteur peut même menacer la vie de l'enfant, dont l'état général n'est pas bon. Heureusement, consultez à temps. Le traitement de l'hydrocéphalie se fait avec succès en 30 minutes pour une opération à l'hôpital du Mali. Suivons les explications de Tchissera Damili. Hôpital du Mali, le neurochirurgien opère un enfant de 20 mois pour une hydrocéphalie. La petite Aminata avait une tête si grosse qu'elle avait de la peine à la relever. Elle était à peu près comme ses autres enfants dont l'état inquiète les parents. Heureusement que le traitement chirurgical de l'hydrocéphalie a évolué. L'opération qu'on a faite aujourd'hui est une intervention neuroendoscopique qui consiste avec une petite ouverture, comme vous l'avez constaté, à descendre à l'intérieur du crâne, du cerveau, par les cavités de ventricules, à permettre la communication entre les ventricules, et secondairement les plexus choroïdes, c'est comme des fleurs de bourgeonnement à l'intérieur de ces cavités ventriculaires, sont responsables de la fabrication du liquide céphalorachidien. Alors il suffit en ce moment là de les cauteriser, de les coaguler pour qu'il n'y ait pas d'une production excessive du liquide céphalorachidien. La plupart des enfants qui naissent avec cette pathologie dans les régions reculées ne parviennent pas à Bamako parce qu'on estime qu'ils ne sont pas viables. Alors c'est le lieu de dire que ces enfants sont bien viables, qu'on peut les traiter et qu'on peut les guérir. Une tête grosse, des signes de strabisme et un état général de visu pas très fameux, voilà quelques signes d'extérieur d'un enfant souffrant d'une hydrocéphalie. Cette augmentation du volume de la tête est due à une accumulation du liquide céphalorachidien à l'intérieur de la boîte crânienne. La principale cause de cette maladie, c'est un problème de circulation du liquide céphalorachidien qui nourrit le système nerveux. L'un des ventricules ne communique pas avec l'autre. Secondairement, les causes infectieuses, comme dans les pays en voie de développement, il y a beaucoup de méningites. Ces méningites sont l'une des causes principales de ces hydrocéphalies. La troisième cause, c'est la cause tumorale, des tumeurs
à l'intérieur de la boîte crânienne peuvent être également responsables alors de ces hydrocéphalies. Dans le cas qui nous concerne ici, une augmentation du liquide céphalo-rachidien, une augmentation de ce liquide dans les ventricules se fera aux dépens de la substance cérébrale, donc du cerveau. Le groupe le plus atteint d'hydrocéphalie est constitué d'enfants de 0 à 1 an et même plus qui naissent avec leurs problèmes. À l'hôpital du Mali, où la prise en charge de la maladie se fait avec succès, avec un bon bilan préopératoire, 30 minutes suffisent pour l'intervention chirurgicale salvatrice. Alors, si on arrive à contenir la production normale ou excessive du liquide céphalo-rachidien et à permettre une communication normale entre les ventricules, l'hydrocéphalie est contenue et peut être considérée comme guérie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur une population de 12 millions, entre 0,25 et 0,41% des personnes ont une hydrocéphalie. Aujourd'hui, maladie traitable, ces premiers signes devraient pouvoir être détectés par les parents et le personnel soignant à la base. Tout enfant qui naît avec une tête qui est plus grosse que la normale est un enfant suspect. Voilà, on va dire comme ça. Et tout enfant qui fait un syndrome fébrile, chez nous on dirait un encéphalus ou une méningite, cet enfant doit être surveillé de près. Toute augmentation du volume de sa tête doit inciter la maman à se présenter dans les centres de santé. Après l'opération chirurgicale, le neurochirurgien programme un contrôle 3 mois après, mais il aura déjà senti dès le bloc opératoire qu'il a réussi grâce au rétablissement de la communication entre les ventricules. Voilà, sur ce prend fin ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. À retrouver la ligne de front avec Abbas Famougouri Traoré, une réalisation de Balobo Maïga. Demain, 10h, 13h, Sira Batili vous donne rendez-vous. Merci à nos téléspectateurs de Brazzaville. À demain, 20h. Merci. Ni Maliteli ye dɔ farala aw ka clé 3G plus connexion fanga kan aw bɛ se ka min labaara waati bɛɛ lajɛlen na awɔ aw kama Maliteli ye dɔ fara a ka connexion fanga kan ka taa fɔ mégabit 4 la seconde o seconde a y'aw ka fichier télécharger aw ka email SMS ni MMS a y'u ci walama ka u kunbɛ fanga ba la Maliteli ka clé 3G plus bi di aw ma sefa wari 2700 un forfait giga kelen bɛ o kan ka ni aw la aw bɛ se ka min fana labalo k'a daminɛ sefa wari 40 na la a ma ban dɛ a ye Maliteli ka kit 3G plus sim ordinaire ni a micro sim lama fana sɔrɔ min feereli bɛ daminɛ sefa wari 400 la aw ka téléphone portable smartphone tablette ni console de jeu aw bɛ se ka olu fana connexion fanga ba sɔrɔ ka taa fɔ mégabit 4 la seconde o seconde an tun y'a fɔ aw ye ko Malitel fɛ yen foyi tɛ min tɛ se ka kɛ. Malitel, proche de vous. Kake fɔlɔ ye o ye ka kokuraw kɛ don o don orange fɛ yen kake fɔlɔ ye o ye cɛsiri ye don o don ka sɔngɔ dumanw labila aw ye k'aw sagonakow kɛ ka kow nɔgɔya aw ma orange fɛ yen kake fɔlɔ ye o ye ka réseau mobile ɲuman labila aw ye Mali kɔnɔ. La confiance change avec Orange, la vie change avec Orange. SMS francan caman Malitel fɛ sisan o ka nɔgɔn ka taa bila fo san 2013 avril kalo tile 20 la ni Malitel ka pani lajali ye aw bɛ SMS francan caman sɔrɔ a y'aw ka compte labalo ni pani ye k'a daminɛ 20 la ka taa bila 180 la aw bɛ SMS francan 15 sɔrɔ ka bɛn aw ka hakɛya santa ma aw bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan fo hakɛya min fana ka di aw ye ni Malitel ye don o don francan wa foyi wɛrɛ tɛ yen ni francan tɛ aw bɛ se ka francan ninnu labaara tile 7 Malitel numéro ni ɲɔgɔn cɛ. Malitel, proche de vous.
message ka clé 3G plus yi o connexion télémaye mi ñoronté malibe fo 4 mégabits seconde kono min bato aw bi ka internet jabo fambe watibe wa orange fe clé internet everywhere 3G plus yi o wafla ani kemeduru min bi segindroni ani forfait 500 mégaoctets o tabe ay sukantilike forfait internet everywhere 3G plus nu ñoronté orange fe ka damne binani ka tabla wafla ani kemolonfla otmana ay clé internet everywhere 3G plus 600 orange fe wasa ka réseau 3G plus jabo malila telia ani damu kono faut 4 mégabits seconde kono. Surfer change avec Orange, la vie change avec Orange. Pour vous, c'est quoi être numéro 1 de télécommunications? C'est la confiance et les réseaux sur lesquels je peux compter. C'est l'accessibilité, le téléphone pour tous. C'est l'entreprise citoyenne qui agit au bénéfice de la communauté. C'est l'opérateur qui m'accompagne dans ma passion sportive. C'est la générosité des promos à gogo toute l'année. C'est la proximité. Pensez à nous, mais aussi à nos proches. Évidemment que c'est Malitel, le premier opérateur global de télécommunications au Mali. Merci à tous, merci de votre confiance. Malitel, proche de vous. Kata dusukorola wula sɔgɔmada fɛ ka taa se wulada la tedaw ma an ka denbayaw la ɲɛnamaya o tɛ taa ji sanuma kɔ o de y'a to ji sanuma saradali kɛra Mali ɲɛmayaso o ka hami ye ka maliyɛnw zago ni u dungɔ kɛ u ye walasa ka ji sanuma o saradali o nɔgɔya fasoden bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛ ɲuman fo o kun ka sigi ji matarafali a sɛnsɛli ni a saradali kama soma chefu min ye san kelen sɔrɔ gestion client matarafali la a sigikun kɛra o ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ balo tɛ se ka kɛ ni ji tɛ kɛnɛya fana tɛ se ka sɔrɔ ni ji sanuya tɛ min ye an yɛrɛ ka lafiya ye min ye jamana tagaɲɛ ye min ye an ka lakanali ye a tɛ se ka taa tugun ni kuran tɛ ka ta 2005 la ka taa bila 2008 la o san saba kɔnɔ k'an ka hakili laboli an bɛ se ka cogoya ɲuman jumɛn wɛrɛ sɔrɔ pour que kuran ani ji foyi tɛ se ka taa o fila min kɔ o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ o de hakili jagabɔ nana falen ko ka ji ani kuran ko k'u sama ka bɔ ɲɔgɔn na ka ji ka cakɛda k'a d'a ma ou bien a ka cakɛdaw k'a d'a ma ka kuran ka cakɛdaw ka a d'a ma ji ka cakɛda minnu bɛ bila a d'a ma o fana la ko ka danfara don o fana la cakɛda kelen bɛ yen o ka baara bɛ kɛ de ka ji la taga yɔrɔw la ji tɛ yɔrɔ mun na cakɛda tɔ kelen olu de ka baara ye ka yɔrɔw dilan mɔgɔw bɛ se ka t'u ka facture sara yɔrɔ min ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ji ɲaɲuman kɔni ka se mɔgɔw ma mɔgɔw ka ji sɔrɔ ka munanfa ni ji ye o cakɛda min sigira sen kan o de tɔgɔ ko SOMAGEP ni yɛlɛmabolo kɛra tare ji sanumanko a n'a matarafali la u ye min kɛ san kelen kɔnɔ bɛɛ y'a ye minɛ ma bi u bolo u bɔra énergie min na ji ni courant de tun don an ye san 50 kɛ o la depuis l'indépendance an tun b'o sira de kan bon ni Mali ni Gambie yɛrɛ tɛ mɔgɔ si t'o sira kan an ka zone na SOMAGEP sigira senga uti kalo tile 5 ba fila ani 10 ordonnance ministérielle fɛ wa ka baara o fana daminɛ na marsi kalo tile 6 ba fila ani 12 La société a compté de demain mercredi 7 k'a daminɛ sini na arabadon mars kalo tile 7 san 2012 SOMAGEP bɛna a ka client taabolo la client minnu tun bɛ énergie du Mali ka bolo kan kabini a sigi waati fɔlɔ SOMAGEP ye cɛsiri daminɛ ni baarakɛlaw bɛrɛ bɛnni ani u sigikun o timɛli ye bibi na sanni feere agence sekin de bɛ foroba kɛnɛ service dɔ bɛ u k'a ma ko grand compte ani point d'encaissement 4 Bamakɔ centre 17 de bɛ jamana mumɛ kɔnɔ direction régionale ni coordination des centres ni ɲɔgɔn cɛ
ani baarakɛla 700 ni kɔ baara kɛ ko ɲuman kama. san kelen in kɔnɔna la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na a gɛlɛyara dɔɔni mais an bɛ yɔrɔ min na komi bi alhamdulilayi an ka baara sisan a sigira sen kan an ye dɛmɛw sɔrɔ faso fɛ an ye dɛmɛw sɔrɔ an partenaires fɛ.